Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur la terre arménienne en guerre. Il est déjà 3 jours que vous êtes en Arménie, vous avez visité la ville de Goris dans la région sud de l'Arménie. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas de vos propres yeux? Déjà, ce qu'il faut peut-être rappeler à vos auditeurs, c'est que c'est une délégation française assez inédite de par sa taille, de par son caractère complètement transpartisan, puisque tous les partis sont représentés dans cette délégation, et également des anciens parlementaires qui nous accompagnent. Ce qui montre bien l'attachement du Parlement français, des députés français, vis-à-vis de l'Arménie et vis-à-vis du conflit qui aujourd'hui fait des ravages au Caucase. Et donc il était important pour nous de venir témoigner de cet attachement, de venir observer et entendre ce que les Arméniens et le peuple de l'Artsar a à nous dire, pour pouvoir ensuite le relayer et puis relayer cette parole-là une fois que nous serons rentrés en France, pour que l'Europe comprenne et que les Européens aient en tête tout ce qui est en train de se passer dans votre pays, sur le sol d'Arménie et sur le sol de l'Artsar. Après, sur ce qu'on a vu à Goris, nous avons vu des choses de toute façon pendant ces 3 jours-là qui sont absolument poignantes, émouvantes, parfois même terribles. Je crois que Florence peut d'ailleurs nous en dire 2 mots. Donc, merci déjà de nous recevoir. Si je peux compléter ce que dit mon collègue, c'est que dans la diversité de la délégation parlementaire que nous sommes, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Il y en a certains comme Guillaume et un certain nombre de mes collègues qui sont venus plusieurs fois en Arménie, en Artsakh déjà. Pour moi, c'est la première fois. Cela dit, j'habite un territoire où il y a énormément d'Arméniens qui m'ont sensibilisée depuis des années sur la situation de l'Arménie. Donc, c'était déjà un pays de cœur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis venue, c'est aussi pour témoigner aux Arméniens et aux habitants de l'Artsakh notre soutien et témoigner à mon retour en France de ce qui se passe et de ce que l'on peut faire pour vous soutenir. Maintenant, par rapport à ce que nous avons vu, vous nous avez parlé de Goris, moi je voudrais revenir sur la visite de l'hôpital militaire d'Erevan que nous avons faite, c'était il y a 2 jours. Nous avions entendu les monstruosités pratiquées dans cette guerre, mais là nous avons rencontré des blessés qui étaient d'une dignité incroyable et qui nous ont partagé ce qu'ils nous ont vécu. Et ça, on ne peut le souhaiter à absolument personne. Goris se trouve sur la route d'importance stratégique Erevan-Stepanakert. Pourquoi votre voyage n'est-il pas arrivé à Stepanakert? Peut-être aviez-vous peur d'être inclus dans la fameuse liste noire de Bakou? Alors je vous rassure tout de suite, moi je le suis déjà, puisque je me suis rendu en Artsar en septembre dernier avec d'autres parlementaires, et je suis déjà sur cette liste, et je vous avouerai que je n'ai aucun problème à assumer pleinement le fait d'être allé en Artsar et même à le revendiquer avec une certaine fierté. La situation aujourd'hui n'est pas un problème. Enfin, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout et jusqu'à Stepanakert? C'est un territoire qui aujourd'hui est en guerre, est en conflit. Nous sommes une grosse délégation, comme je vous l'ai dit. Le cessez-le-feu hier, malheureusement, n'a pas été tenu, puisque les Azéris ont continué à bombarder le territoire. Dans des conditions de sécurité difficiles, il nous a semblé opportun de ne pas faire prendre de risques à une si large délégation française, d'une vingtaine de parlementaires, je le répète. D'autant plus que nous pensons que vos forces, notamment les ambulances, les médecins, les infirmiers, doivent être pleinement consacrés à ceux qui se battent réellement sur le front, plus qu'à sauver des parlementaires qui éventuellement pourraient se trouver en difficulté. Nous avons eu la chance également d'avoir le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh qui a souhaité venir à notre rencontre à Goris. Et cette rencontre, elle a été facilitée, elle a été permise grâce à cette proposition du ministre des Affaires étrangères que nous remercions d'avoir fait ce trajet-là pour venir nous voir, ce qui permettait à la fois d'avoir cet échange, cet entretien, et en même temps minimiser le risque pour, encore une fois, un groupe de parlementaires qui ne sont pas des reporters de guerre, qui ne sont pas des militaires, et dont je pense il fallait préserver un minimum la sécurité. Néanmoins, je peux vous le garantir, il n'y a aucun problème sur le fait d'aller en Artsar. Je l'ai moi-même fait, nous sommes nombreux à l'avoir déjà fait, et j'ai pris l'engagement et la promesse devant le ministre des Affaires étrangères que dès que le cessez-le-feu et la paix et la stabilité pourra être affirmés et préservés, nous serons nombreux, parlementaires français, à refaire le voyage pour aller en Artsar
et avoir le plaisir d'échanger directement avec le peuple de l'Artsar en Artsar. Voilà. Par rapport à ce qui s'est passé hier, cette rencontre avec le ministre était extrêmement riche par rapport aux échanges que nous avons eus, et peut-être qu'on pourra y revenir, notamment ce qui était prégnant dans son propos, c'était la volonté de trouver les conditions de la paix, du cessez-le-feu, de le faire respecter. Et ce qui le préoccupait en premier lieu, c'était la situation humanitaire et sanitaire des 90 000 réfugiés. Nous en avons croisé certains à Goris, cette situation où effectivement, ils sont dans des situations sanitaires précaires qui sont amplifiées par la Covid, et il en a vraiment appelé à l'entraide internationale de telle sorte à venir en aide à tout ce peuple déplacé, mais également aussi sur une alerte sur finalement la destruction globale du patrimoine de l'Artsar et du besoin très vite, on le souhaite, de reconstruire ce territoire qui est dévasté. Pour ma part, et comme l'a dit Guillaume, à titre individuel, on avait une furieuse envie d'aller jusqu'à Stepanakert pour témoigner, pour entendre, pour rencontrer, pour voir. Maintenant, il y a eu effectivement cette proposition du ministre Mailan de venir à notre rencontre, ce qui était sans doute plus sage, parce qu'on avait aussi cette volonté de ne pas finalement mobiliser des forces qui ont besoin d'être au soutien des soldats qui combattent au front, si toutefois il nous était arrivé quelque chose. Donc c'est un regret. Moi, je ne suis jamais venue, mais je suis vraiment déterminée à revenir, et je suis une femme qui va au bout de ce qu'elle décide de faire. Il est indéniable maintenant que l'Azerbaïdjan, avec la Turquie et les terroristes internationaux, participe à la guerre d'Artsar. Le président français était l'un des premiers au monde à critiquer la Turquie. Qu'est-ce qui empêche la France de passer de la critique ordinaire à des mesures pratiques? Peut-être les liens économiques avec ce pays? Alors, comme vous l'avez dit et vous l'avez à juste titre rappelé, le président de la République, Emmanuel Macron, a été le premier, et je crois un des seuls leaders européens, à très clairement nommer les choses. À dire clairement qu'il y avait un agresseur, l'Azerbaïdjan, et un agressé, une victime, qui était le peuple de l'Artsar et le peuple de l'Arménie. Il a été le premier à dénoncer l'ingérence directe de la Turquie dans ce conflit. Il a été le premier à affirmer très clairement que nos sources de renseignement confirmaient la présence de mercenaires, de djihadistes syriens transportés sur la ligne de front. Il a été un des premiers à s'enquérir de la situation, à essayer de la résoudre et de tenter de faire une médiation et de proposer d'ailleurs un cessez-le-feu. Donc le président de la République et la France en général, elle est au chevet aujourd'hui du peuple de l'Artsar et du peuple de l'Arménie, et elle joue son rôle, elle joue pleinement son rôle. Et elle joue son rôle en tant que coprésidente du groupe de Minsk, qui est une instance, comme vous le savez, avec la Russie, les États-Unis et la France, qui a vocation à faire une médiation pour essayer d'arrêter le conflit, de faire une trêve humanitaire déjà à très court terme, et puis de trouver une solution plus pérenne sur le long terme pour le peuple de l'Artsar. Ensuite, en termes d'action, l'action, elle est diplomatique côté français. Elle essaye de faire de la médiation, de mettre tout le monde autour de la table, de trouver les conditions dans lesquelles les combats peuvent cesser pour qu'une trêve humanitaire puisse avoir lieu et une stabilisation ait lieu. Ces négociations-là, elles se font à Paris, elles se font à Washington, elles se font ailleurs, et elles se font avec des diplomates pour permettre de trouver une solution. Ensuite, il y a des mots, il y a des phrases fortes qui parfois peuvent irriter la Turquie. Vous l'avez d'ailleurs dit, le président Emmanuel Macron et la France en général n'a absolument pas peur de dire les choses et de nommer les choses. Vous avez vu la réaction de Erdogan ces derniers jours, qui a eu des mots absolument scandaleux vis-à-vis du président de la République, qui ont été dénoncés par l'ensemble des leaders européens en trouvant ça absolument scandaleux. L'ambassadeur de France en Turquie a été rappelé pour des consultations à Paris. Preuve en est que le président de la République C'est un acte diplomatique rare. C'est un acte diplomatique rare, mais parce que les propos qui ont été proférés par Erdogan sont proprement scandaleux. Je rappelle également que le président de la République n'a jamais hésité dans d'autres situations où l'expansionnisme et l'impérialisme turc sévit, d'intervenir. Je rappelle que dans le conflit, en tout cas dans les tensions en Méditerranée sur l'utilisation de la Méditerranée, il y a eu une intervention, y compris avec un exercice militaire qui a été réalisé conjointement avec la Grèce.
Le président est actif sur le front grec, par rapport à Chypre, par rapport aux frontières de la Méditerranée. Ce que je veux dire par là, c'est que la France porte ces valeurs-là, qui sont des valeurs universalistes, humanistes, ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et qu'elle ne se préoccupe pas des réactions et des caprices des uns et des autres pour pouvoir le faire. Et je pense que nous continuerons à avoir cette politique-là, le président de la République continuera à avoir cette parole forte-là, les parlementaires continueront à avoir cette parole forte-là, indépendamment de toutes les insultes, de tous les dérapages et de tous les excès que peuvent nous renvoyer certains qui n'apprécient pas ces mots forts, et je pense en premier lieu à M. Erdogan. Donc nous continuerons à avoir cette parole forte et nous continuerons à œuvrer dans ce sens. Madame Florence, Erdogan continue d'insulter la France. Est-ce que ce sera suivi par beaucoup de mesures plus fortes, comme l'exigent les forces politiques françaises? Par exemple, la sortie de la Turquie de l'OTAN, fin de toute négociation pour son entrée dans l'Union européenne, etc. Je voudrais revenir effectivement sur la position de notre président de la République, Emmanuel Macron, qui a dénoncé avec force ce qui s'est passé, l'agression, l'agressé, qui a éclairé la vérité de ce qui se passait en sourçant l'information. Il est dans une situation extrêmement délicate au sein du groupe de Minsk, avec une volonté forte de vouloir trouver des solutions diplomatiques à ce conflit. Parce qu'on le voit bien, enfin, en tout cas moi je commence de plus en plus à le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, par les armes, finalement, qu'est-ce que serait un vainqueur, un vaincu? Je veux dire, la seule façon de sortir par le haut, c'est la voie diplomatique, et je sais que notre président de la République est sur une ligne de crête et qu'il fait jouer de toute son intelligence et de toute sa conviction pour essayer de trouver une sortie diplomatique. Et c'est déjà ça que je voudrais souligner. Par rapport à la position des hommes et des femmes politiques en France, quand il y a eu le 27 septembre l'attaque de Stephen Hackert, on a été en quelques jours près de 200 que ce soit des représentants de région, que ce soit des députés, que ce soit des ministres, à dénoncer ce qui se passe. Donc la France est mobilisée sur le sujet. Maintenant, je ne voudrais pas m'exprimer au nom de mon président, que je suis avec une totale confiance. Erdogan a aussi appelé au boycott des produits français. Est-elle attendue une réponse comme sanctions économiques? Mais il faut voir quelle est l'évolution des choses. Je pense qu'il y a la réaction de court terme qui est le boycott. La réalité, je ne suis pas sûr que ce boycott soit vraiment suivi. Et d'ailleurs, si on rentrait dans ce petit jeu-là du boycott, je ne suis pas sûr que la Turquie soit gagnante, sachant qu'au niveau des exportations, la France aussi importe un certain nombre de produits venant de Turquie. Donc si le boycott fonctionnait dans les deux sens, je ne suis pas certain que ce soit la France qui soit vraiment perdante. Mais à ce petit jeu du boycott, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les propos de Erdogan, qui aujourd'hui attaque plus largement sur le côté universaliste de la France et sur les valeurs de la France, notamment par rapport à l'acte terroriste qui a eu lieu en France, dans lequel, comme vous le savez, un enseignant a été la décapitation de professeur Samuel Paty qui a été décapité par un islamiste, l'absence de condamnation de la Turquie, la volonté de remettre en cause la liberté de caricaturer, puisque c'est une liberté en France de pouvoir caricaturer. La volonté d'Erdogan de fédérer plus largement les musulmans du monde dans cette voie-là. Ça me paraît beaucoup plus inquiétant que le boycott qui, après tout, est une réaction impulsive à laquelle il nous a très souvent habitués. Je m'inquiète de cette situation-là parce qu'elle est encore une fois un signal que la Turquie est dans une position expansionniste, impérialiste, sur laquelle elle ne se contente pas d'agir en Turquie, elle tente d'aller plus loin et de déstabiliser l'Europe, de déstabiliser les pays européens, bien au-delà de ses frontières et de sa zone régionale. Et donc je pense qu'il faut que nous, d'ailleurs, quand nous rentrons en France, nous ayons cette parole forte-là d'alerter sur le fait que ce qui se passe au Caucase actuellement, en Arménie, en Artsakh, n'est pas un lointain conflit éloigné de l'Europe et de la France. C'est au contraire le symptôme d'un mal beaucoup plus important, qui est l'expansionnisme et l'impérialisme turc, qui menace très directement les eaux méditerranéennes et la souveraineté européenne et la souveraineté française, et que les citoyens européens doivent avoir conscience que ce risque-là est important, et que plus le temps passe, plus ce risque-là augmente. Et cette prise de conscience-là, je pense que nous, parlementaires, les 20 parlementaires qui avons été dans cette délégation, nous sommes à même, en rentrant en France, de porter cette voix-là, de porter cette alerte, de lancer cette alerte-là, pour que chacun ait bien conscience de ce qui se joue ici.
Et quand je dis ici, c'est encore une fois pas uniquement en Arménie et en Artsakh, c'est plus globalement au niveau régional avec cette politique expansionniste et impérialiste que nous dénonçons avec force et avec conviction. Durant cet hommage poignant de professeur Paty, Emmanuel Macron a déclaré que les islamistes veulent notre futur. C'est la même chose avec l'Arménie. Quelles mesures la France prendra dans la lutte contre les terroristes pour la France et pour l'Arménie malgré les appels du ministre français des Affaires étrangères à rester neutre? Je pense qu'il y a plusieurs sujets dans votre question, si vous me le permettez, que le ministre des Affaires étrangères appelle à du recul, à une bonne évaluation de la situation. J'allais dire, il est complètement dans son rôle. Maintenant, il n'y a aucun doute, le président de la République a dénoncé avec fermeté la situation par rapport effectivement j'allais dire, à cette honte humanitaire d'une part, et puis vous parlez de l'islamisme d'autre part, qui est finalement pas très loin parce qu'on sait que derrière l'attaque de l'Azerbaïdjan, il y a des djihadistes turcs qui sont envoyés sur le sol de l'Artsakh. Donc pour répondre à la question, le président Macron a dénoncé la situation, le président Macron aussi est extrêmement ferme et vraiment suivi par l'ensemble des Français sur le fait qu'il faut que l'on combatte l'islamisme sur notre sol, parce que finalement c'est extrêmement insidieux et on n'en avait peut-être pas pris complètement la mesure, parce qu'on est un peuple d'optimistes, un peuple de liberté. J'allais dire, notre devise, elle incarne bien notre façon de vivre et d'être. Et donc peut-être un peu moins que vous, on était alertés sur la situation. Et ce qu'a décrit Guillaume précédemment sur ce qui se passe en Turquie est absolument pas neutre. Et donc je pense que là, il y a une prise de conscience nationale qu'effectivement, et là je referai la boucle entre ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez nous, il y a des racines communes qu'il faut qu'on combatte ensemble. Vous revenez de l'Arménie au moins après avoir rencontré les blessés. Quelles mesures avez-vous prendre personnellement pour que la résolution de la reconnaissance de l'Artsakh soit rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et soit votée peut-être? Alors, je pense que je laisserai Florence décrire ce que nous avons vu au niveau des blessés de guerre, parce que ce que nous avons vu est absolument terrifiant et je pense que c'est une chose de parler de la guerre, c'est une autre chose de voir physiquement les images et voir ce que donne cette guerre. Sur la reconnaissance de l'Artsakh, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, premièrement, quand nous allons rentrer, nous allons faire un communiqué de presse commun et mettre en ligne sur les réseaux sociaux, dans les médias, y compris les médias locaux, puisqu'il faut toucher les Français, tout ce que nous avons vu. Nous allons rendre compte aux Français de ce que nous avons vu pendant ces 3 jours en Arménie et ce que nous avons vu de la situation. D'autre part, nous allons effectivement initier un projet de résolution de reconnaissance de l'Artsakh. C'est un projet de résolution qui a été co-signé par plusieurs dizaines de députés, sur lequel nous serions très heureux de pouvoir avancer sur cette situation-là. Encore une fois, moi je reconnais, et je me suis moi-même rendu en Artsakh et j'ai rencontré toutes les autorités de l'Artsakh il y a de ça quelques mois. Et nous sommes nombreux dans ce cas-là. Donc ce projet de résolution va suivre son cours. Néanmoins, je tiens à vous alerter sur 2 choses. Effectivement, le projet de résolution enverrait un symbole fort de soutien, ce serait une pression supplémentaire au niveau diplomatique, et ce serait un signal fort de dire nous reconnaissons l'Artsakh. Néanmoins, 2 choses. La première, c'est que le processus parlementaire, comme vous le savez, et j'imagine qu'il est à peu près le même en Arménie, est souvent assez long. Il dure plusieurs mois. On ne vote pas une résolution en claquant des doigts en quelques jours. Et c'est la même chose dans tous les parlements du monde. Or là, votre urgence, elle est à court terme. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, la situation est grave, les conséquences humanitaires sont graves, les conséquences sanitaires sont graves. Et je pense que le temps parlementaire, qui dans tous les pays du monde est long, n'est pas exactement le même que l'urgence de la solution à pacifier la situation, qui, elle, est une urgence absolue. Chaque heure, chaque jour, chaque semaine qui passe, il y a une urgence, premièrement. Deuxièmement, la reconnaissance de l'Artsakh ne sera pas un bouclier mécanique par rapport au bombardement. Comme l'a d'ailleurs très justement rappelé le Premier ministre Pachinian que nous avons rencontré, il a pris l'exemple des îles grecques, qui ont des frontières qui sont parfaitement reconnues. Au niveau européen, au niveau international, personne ne remet en cause les frontières établies de l'Union européenne, des îles grecques et des eaux territoriales de ces îles grecques. Néanmoins, cela n'empêche pas la Turquie de les contester, d'aller faire des explorations et d'avoir des signaux militaires extrêmement forts
dans ces eaux et dans ces îles qui sont, je le répète, totalement reconnues internationalement. Preuve en est que si nous arrivions, et je le souhaite, à une reconnaissance de l'Artsar, cela ne signifierait pas forcément que tout d'un coup, les combats et les agressions s'arrêteraient. Et il faut avoir conscience de cela. Il faut avoir conscience que oui, c'est important, que nous serons de très nombreux parlementaires à porter ce combat-là, à le revendiquer fièrement, à convaincre nos collègues et à porter ce message-là. Et en même temps, attention, parce que votre urgence, elle est à court terme maintenant, et elle ne peut pas attendre des mois et des mois les discussions parlementaires dans d'autres pays du monde. Et attention, parce que la Turquie ne s'arrête malheureusement pas, à la reconnaissance internationale des frontières. La preuve la plus éclatante, c'est Chypre, ce sont les îles grecques et c'est les eaux territoriales méditerranéennes qui sont reconnues d'un point de vue international, mais qui sont contestées quand même avec des actions militaires de la part de la Turquie. Donc ne présentons pas la reconnaissance de l'Artsar comme une solution immédiate ou comme une solution instantanée à l'arrêt des combats, ça n'est pas le cas. C'est un signal fort et puissant, mais elle ne résoudra pas absolument toutes les questions. Et je tenais à le préciser pour que vos auditeurs qui nous écoutent aient bien conscience de cette volonté de notre côté de vous aider du mieux que nous pouvons, et en même temps de reconnaître avec humilité et avec honnêteté les limites d'un certain nombre d'outils parlementaires dans tous les pays du monde. Voilà. Pour nous, il y a 2 points forts. C'est effectivement cette reconnaissance qui pourra permettre éventuellement une meilleure reconnaissance par la communauté internationale, et c'est en ça qu'elle est importante. Mais comme l'a dit Guillaume, ça peut prendre plusieurs mois, et il faut que le cessez-le-feu se fasse maintenant, parce que au plus les mois passeront, au plus il y aura de morts, au plus on ajoutera de l'horreur à l'horreur, et ça, c'est pas possible. Et quant à cette situation sanitaire et humanitaire, avant je travaillais dans l'humanitaire, donc je suis extrêmement sensible à ces sujets. Notre compréhension aussi, c'est à notre tour, il faut que l'on alerte davantage les États pour qu'il puisse y avoir une aide humanitaire État à État. Il y a énormément de territoires en France qui se sont d'ores et déjà mobilisés pour envoyer des vivres, des médicaments, du matériel médical. Donc on a en permanence demandé qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme aide, j'allais dire matérielle, mais au-delà de ce que l'on peut faire individuellement, et ça c'est fondamental, et ça on a bien l'intention de le faire chacun de notre côté en rentrant sur nos territoires et d'indiquer ce dont les réfugiés ont besoin. Il y a aussi une notion beaucoup plus macro où finalement l'aide elle doit se faire aussi d'État à État pour qu'elle ait plus d'impact et plus de portée. Donc ça c'est aussi un point sur lequel on sera rassemblés pour que la France soit véritablement, elle l'est déjà, mais encore plus dans cette coopération avec l'Arménie et l'Artsar. La France sera-t-elle le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Artsar? Est-il possible? Est-ce que ce sera le premier pays? Moi, je pense, je n'en sais rien. Nous verrons bien quel est le processus parlementaire. Encore une fois, dans tous les parlements du monde, ce processus-là prend des mois et des mois. Ouais. Donc, ce n'est pas qu'une question de volonté. Moi, ma volonté personnelle et la volonté, je pense, de beaucoup de parlementaires, c'est d'aboutir à une reconnaissance. Néanmoins, encore une fois, ce processus-là prend des mois et des mois. Et ça n'est pas que chez nous en France. Tous les parlements du monde ont un agenda, ont un ordre du jour qui fait que vous ne parlez pas de n'importe quel sujet à n'importe quel moment. Il y a potentiellement des créneaux qui pourraient être disponibles en décembre, en mars et en avril prochain, sur lesquels on pourrait insérer cette question-là. Mais ma question, encore une fois, c'est peut-on attendre jusqu'à avril 2021 pour arrêter les combats? Donc, encore une fois, je le dis avec force, l'urgence, elle est aujourd'hui de mettre un terme, à court terme, à la situation et au combat pour que cessent les morts, les blessés et les déplacements de population et cessent éviter le massacre. C'est ça le sujet à très court terme. Et ensuite, une fois qu'on est dans cette optique-là, on peut se poser pour avoir des solutions de plus long terme sur lesquelles on parle du statut du Karabakh, sur lequel on parle de la reconnaissance, sur lequel on parle de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais sachons aujourd'hui voir la priorité des priorités. Pour nous, humainement, c'est clairement d'arriver à avoir un cessez-le-feu qui tient et d'avoir un arrêt de l'agression azérie qui permettent de sauver des vies et d'éviter des massacres. Je pense que c'est ce combat-là humain qu'on doit porter tous ensemble. Et sur la reconnaissance de l'Artsar, vous pouvez compter bien évidemment sur le soutien de nombreux parlementaires. Pas tous, vous le savez bien, mais de nombreux parlementaires pour soutenir cette cause et la défendre. Et nous serons encore une fois auprès du peuple arménien,
auprès du peuple de l'Artsakh. Je tiens à le dire à tous ceux qui nous écoutent. Notre soutien, il est plein et entier. Florence, moi, les 15 autres parlementaires qui nous accompagnent et de très nombreux parlementaires qui sont en France, qui sont sensibles à la cause et qui aujourd'hui suivent notre déplacement avec une très grande attention et auxquels on va rendre compte. Mais je tiens à leur dire, nous n'oublions pas les Arméniens, nous n'oublions pas le peuple de l'Artsakh et nous sommes à leur côté. Que nous soyons ici, que nous soyons à Goris, que nous soyons à Paris, que nous soyons à Chartres, que nous soyons à Issy-les-Moulineaux, je peux vous assurer que chaque jour, nous pensons à eux, nous sommes à leur côté et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver à une pacification et à une solution à ce désastre. Et vous, comme Arménien, qu'est-ce que vous voulez ajouter peut-être en arménien? On va gagner. Écoutez, moi j'aimais bien l'expression de Aznavour qui était de dire je suis 100% français et 100% arménien. Je pense que je vais la reprendre à mon compte et ce que je vais souhaiter vraiment aux Arméniens, qu'ils soient d'Arménie ou d'Artsakh, c'est de vivre en paix et d'avoir des perspectives de long terme qui fassent que nous sommes tous fiers de ce que fait l'Arménie et de ce que font les Arméniens. En tout cas, je peux vous assurer que mon cœur aujourd'hui, pendant tout ce voyage de 3 jours, a été bouleversé par ce que j'ai vu. Et je compte bien en tout cas relayer cette parole-là une fois que je serai rentré en France. Mais sachez encore une fois que ce voyage a été particulièrement émouvant. Et bien évidemment, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Arménie sorte de ce conflit la tête haute. Voilà. Je ne vais pas parler de victoire ou de défaite, ou peu importe, je vais parler la tête haute, avec la fierté d'être arménien, la fierté d'être français d'origine arménienne, et la fierté d'avoir ce territoire qui est libre, qui est démocratique, qui porte un certain nombre de valeurs avec lesquelles nous les partageons avec la France, l'Arménie. Et voilà, c'est cette fierté-là que je veux vous donner, la fierté d'être français, de défendre la liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, vous l'avez dit, donc c'est parfait. Merci encore pour votre Merci accueil. encore une fois.